Bonjour, je suis le président de l'association contre la discrimination canine et lors de mon précédent diaporama, nous avons vu les bases pour un comportement canin normal. Nous allons voir aujourd'hui en premier la période juvénile avec tout le panel de postures qui font la richesse du mode de communication des chiens. En second, nous verrons les conséquences d'un défaut de socialisation. En troisième, nous verrons la puberté et ses poussées d'hormones. Et enfin, nous verrons le vieillissement du chien. Comme nous l'avons déjà vu, la sociabilité du chien est une sociabilité intraspécifique. Nous ne parlons pas de sociabilité entre le chien et l'humain, mais uniquement entre congénères canins. C'est en général dans la période juvénile, entre 3 mois et la puberté, que l'on acquiert un chiot. Et lorsqu'un chiot arrive chez nous, après 8 semaines en général, nous devons absolument lui permettre de poursuivre tout ce qu'il a appris déjà avec sa fratrie, tous ses apprentissages sociaux fondamentaux, avec un entraînement permanent au contact avec ses congénères. La fréquence des interactions, surtout ludiques, va déterminer le seuil de déclenchement de conduite agressive et créer une bonne entente entre chiens. Il est très important de multiplier les confrontations et les regroupements pour favoriser la tolérance entre chiens. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'importance fondamentale d'amener son chiot à l'école des chiots pour qu'il voit d'autres chiots et puisse ainsi se développer parfaitement pour le futur. Une absence d'intervention humaine lors de ces confrontations est préférable pour favoriser tous ces rituels de sociabilisation. Car les interactions entre chiens sont libres et franches, sans bridage artificiel. Même si au début ces interactions peuvent vous paraître impressionnantes, avec quelques grognements et intimidations, il faut savoir que l'un des chiens va soit s'éloigner, soit adopter une position de soumission, telle que la bascule sur le dos, ou l'aplatissement du corps au sol, et le détournement du regard. Et tout contact s'arrête très vite. Voyons maintenant les bases de la communication canine que Turit Rugas a définies comme les signaux d'apaisement qui permettent de maintenir une hiérarchie sociale saine sans conflit dans la meute. Les chiens, qui sont des animaux sociaux, de meute, ont un langage pour communiquer les uns avec les autres. Ce mode de communication est constitué d'une grande variété de signaux utilisant le corps, la tête, les oreilles, la queue, les sons et les mouvements et les expressions. La capacité innée du chien à utiliser ces signaux est facilement perdue ou renforcée par les expériences de la vie. Les chiens ont aussi la capacité de s'apaiser par eux-mêmes face à une situation stressante et aussi d'apaiser également les autres. La plupart du temps, les signaux apparaissent dans des mouvements rapides, tellement furtivement que nous devons réellement regarder et observer pour les remarquer. Ce que je dis à tous mes élèves, c'est que les chiens parlent le même langage partout dans le monde. Maintenant, voyons quelques-uns de ces signaux émis par les canidés. En premier, le tourner de la tête et détournement des yeux et du regard. C'est un mouvement rapide où le chien regarde la tête sur le côté plus longtemps. Beaucoup de chiens font ça, par exemple, quand on les prend en photo. En deux, nous avons le plisser les yeux. Cela permet d'avoir un regard moins menaçant, non direct. En trois, c'est se détourner. Se détourner sur le côté ou présenter son dos. Et je conseille d'ailleurs à tous mes élèves d'utiliser cette méthode quand le chien vous saute dessus. Ainsi, je conseille aussi à ceux qui ont peur des chiens, plutôt que de partir en courant, de juste tourner, leur présenter le dos. En 4, nous avons le lécher de truffe. De la même façon que lorsqu'on lui présente de la nourriture, le chien lèche furtivement la langue lorsqu'il est stressé. En 5, c'est se figer. Par exemple, lorsque le chien arrive brusquement et commence à renifler, faire semblant de chercher quelque chose par terre.
ne plus bouger. En 7, il y a le marcher lentement, en utilisant des mouvements lents. Parfois même le chien fait certains zigzags avant de s'approcher de l'autre chien ou de nous-mêmes. Le chien ralentit littéralement. Par exemple, si vous essayez de faire courir votre chien en criant et en gesticulant, vous pouvez obtenir l'inverse. Le chien devient plus lent pour vous apaiser, vous, qui avez l'air très excité. Nous avons la position de l'appel au jeu, bien connue de tous. Le chien se pose sur ses deux pattes avant et peut sauter d'un côté puis de l'autre. Nous pouvons aussi utiliser ce signal en étirant nos bras vers le bas, et le chien comprendra tout de suite que vous voulez jouer avec lui. En 9, nous avons la position de s'asseoir. En général, il s'assoit en vous tournant le dos, ou en tournant le dos à son congénère qui le stresse. En 10, nous avons le coucher, qui est un signal très fort d'apaisement. Soit le ventre en l'air, alors là c'est plutôt un signe de soumission, ou soit le ventre à terre, qui est vraiment un acte apaisant. Puis ensuite, en 11e position, le bâillement. Évidemment, cela n'est pas un signal quand le chien vient de se réveiller, mais notre chien peut se mettre à bâiller chez le vétérinaire, lors d'une dispute au sein de la famille, quand nous le tenons trop serré ou quand un enfant le prend dans ses bras. C'est un signal facile à utiliser soi-même pour apaiser un chien. Alors le signal d'apaisement numéro 12, c'est flairer, de façon rapide ou plus longuement. Pour nous, pour faire ce signal, il nous suffit de s'asseoir par terre en faisant mine de gratter l'herbe ou d'examiner quelque chose sur le sol. Le signal numéro 13, c'est contourner, souvent en ralentissant, marche, en contournant et à distance. D'ordinaire, le chien adulte ne vont pas les uns vers les autres de façon directe. Le signal 14, c'est s'interposer. Le chien va se placer entre des chiens ou entre des humains pour éviter le conflit de ces derniers. Le signal 15, c'est le fait de remuer la queue. Alors ce signal est intéressant car souvent on pense que c'est un signe de joie, alors que parfois le chien le fait pour signifier qu'il est mal à l'aise. Le 16e signe, c'est le lever de la patte, qui est caractéristique du chien de chasse quand il flaire une proie, pour être également un signal d'apaisement. Et là, à la place du monsieur qui caresse le chihuahua, j'enlèverai la main, car je pense que les dents vont arriver juste après. Le signal 17, c'est la fuite. Il faut toujours laisser la possibilité au chien de fuir. Le signal 18, c'est quand le chien rampe, les oreilles en arrière. Le signal 19, c'est se tapir, queue entre les pattes. Le signal 20, c'est la raideur des membres et le regard fixe. Le signal 21, c'est le grognement. Mais vous voyez qu'on attend 21 signaux avant de se méfier de l'agressivité qui monte chez le chien. Le 22, c'est le claquement, la morsure dans les airs. Le chien mord sans toucher la peau. Comme vous le voyez, c'est après 23 signaux d'apaisement que le chien seulement va mordre. 23 signaux qu'il aura fait avant la morsure, le contact avec les dents. 23 signaux nous disant de nous calmer et 23 signaux que on n'aura pas compris. Et c'est là que la morsure intervient. Mais attention, tous ces signaux peuvent être très rapides dans le temps. Chaque chien, justement, a son seuil d'agressivité plus ou moins élevé par rapport à sa sociabilité. Voici en résumé l'escalade de l'agressivité du chien. Pour s'apaiser et nous faire comprendre que nous le stressons, il va bâiller, cligner des yeux, se lécher les babines, détourner la tête, détourner le corps, s'asseoir lentement, piétiner, tenter de s'éloigner, ramper, observer, les oreilles en arrière, accroupi, écraser, la queue entre les pattes, se coucher, lever la patte,
avoir les membres raides, le regard fixe. Et c'est seulement à ce niveau qu'il va commencer à grogner et qu'on va peut-être commencer à le comprendre, le claquement des dents juste avant la morsure. Voyons maintenant les diverses positions de la queue, qui sont aussi un outil fondamental de la communication canine, avec en premier l'affirmation de soi, le panache, ensuite la menace, l'intimidation avec souvent des mouvements latéraux, la position normale en conditions sociales sans tension, la menace en étant peu rassuré, la position normale, notamment pendant l'alimentation, l'état qu'on pourrait dire abattu, démoralisé, entre menace et défense, la soumission active avec souvent des mouvements latéraux et la forte inhibition. Et voici pour finir le tableau des mimiques faciales, de l'agressivité et de la peur chez le canidé. Et là, sur ce tableau, comme vous le voyez, que ce soit du côté agressivité ou peur, dans les extrémités, la réponse est toujours la même. Quand le chien a peur, il va mordre pour se défendre. Donc il faut toujours se méfier d'un chien qui est peureux et craintif. Une des contre-vérités très répandues est qu'il faut protéger le chiot des autres chiens. Si l'on sépare les chiots de leurs congénères, de peur de morsure ou de contamination de maladies, nous les privons de toute la richesse et de la variété des échanges sociaux qui permettent au chien de s'entendre avec ses congénères et de se respecter. C'est pourquoi l'école des chiots, les caniparks, les clubs, qui permettent aux jeunes chiens de s'exprimer librement, sont d'excellentes initiatives à développer dans des programmes d'intégration du chien dans la ville. Qu'est-ce qu'un défaut de socialisation? Eh bien, c'est lorsqu'un chien n'arrive pas à moduler l'expression d'une motivation agressive en fonction d'une réponse du congénère par la soumission. S'il n'a pas appris ni à produire lui-même, ni à répondre de façon adaptée à l'ensemble de ses comportements ritualisés de soumission. Que risque un chien qui a un défaut de socialisation? Il risque d'être incapable d'arrêter les hostilités, incapable de fuir ou de se soumettre devant l'intimidation, et incapable de s'arrêter lui-même dans ses menaces lorsque le congénère en face adopte la soumission. Il ne sera pas non plus en mesure de comprendre le langage de ses congénères et de s'y ajuster. Il ne sera pas en mesure d'être compris non plus par ses congénères qui, ayant produit une attitude de soumission, vont continuer à se faire agresser jusqu'à la morsure. Pourquoi un chien a un défaut de socialisation? En général, ce sont des chiens qui n'ont pas eu de lice efficace. Ce sont des chiens qui n'ont pas eu la présence de fratrie. Et il n'y a pas eu non plus de présence de mâles bien socialisés. Et souvent, c'est à cause d'une séparation trop précoce d'avec la lice, avant les 8 semaines réglementaires. Ce sont des chiens qui n'ont pas eu d'interaction sociale avec des chiots et des chiens adultes. Et tout déficit de ces interactions sociales est préjudiciable à l'équilibre relationnel du chien et de l'établissement, bien sûr, de son réseau de relations sociales. Comment récupérer un défaut de socialisation chez un chien? Il n'est presque jamais trop tard pour rééquilibrer un chien, de préférence avant la puberté. Et il est presque toujours possible de traiter ces troubles par des mesures de resocialisation bien menées. Lors de la puberté, comme pour les humains, les hormones sexuelles modifient le comportement du jeune adulte, dans le sens d'une rigidification et d'une moindre tolérance au contact rapproché,
avec moins de jeux et davantage de comportements agonistiques. Je vais vous parler de l'éthogramme, qui est l'ensemble des modèles moteurs relatifs à l'animal. Coopinger pense qu'il n'existe pas un éthogramme de chien, mais plusieurs selon les races, alors que d'autres scientifiques pensent qu'un chien est un chien, quelle que soit sa race. Qu'est-ce que le modèle moteur? Le modèle moteur, c'est une suite de comportements spécifiques qui s'intègrent dans le développement de l'animal et qui s'inscrivent comme des règles. Pendant cette période de la puberté, à ce moment du développement, il est bon de faire varier l'environnement pour intégrer justement des nouveaux modèles moteurs et entraver certains modèles moteurs indésirables. Quand nous parlons de modèles moteurs, il en existe 4 essentiels. Il s'agit de la recherche de nourriture, de l'évitement du risque, de la reproduction et du comportement parental. Il faut dire que l'agression n'est pas un modèle moteur. C'est un comportement qui s'inscrit dans des modèles moteurs pour protéger quelque chose, une ressource ou soi-même. Certains modèles moteurs peuvent apparaître à différents âges et en fonction des races. Par exemple, l'évitement du risque apparaît plutôt chez le berger que chez le retriever, et les vocalisations peuvent varier par exemple entre l'aboiement et l'hurlement selon les races. Jusqu'à preuve du contraire, par des études sur les comportements sociaux, tels que la reproduction et le comportement parental, un chien a d'abord des comportements de chien avant d'exprimer des comportements raciaux. Voyons maintenant les conséquences du vieillissement du chien. Comme pour nous, des maladies métaboliques ou des atteintes de différents organes génèrent des douleurs et des gènes fonctionnels, pouvant amener des comportements de défense, tels que par exemple la surdité ou la cécité. En dehors de toute atteinte physique, parce que bien sûr, tout ce qui est atteinte physique peut amener des douleurs qui peuvent provoquer certains comportements. En dehors donc de toute atteinte physique, le vieillissement cérébral est responsable d'une dégradation psychique et comportementale. Le tableau normal des manifestations du chien vieillissant est donc un ralentissement moteur, une augmentation du temps de sommeil et une moindre réactivité. Lors de mon prochain diaporama, je développerai la socialité chez le chien et toutes ses règles. Pour faire ce diaporama, j'utilise le référentiel du professeur Isabelle Vieira, que je vous conseille vivement. En attendant, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.